Bonjour tout le monde, donc on va travailler cette semaine sur la notion de culture et sur la façon dont la culture est intimement liée à la langue en fait, à tous les aspects du langage, en fait, comment ça forme un tout indissociable en fait, culture et langue. Bon, évidemment, il y a eu toute une série de débats autour de la place de la culture ou de la civilisation dans les méthodes de langue. Et donc, on va revoir un peu tout ça, en fait, et se poser les questions, en fait, de l'imbrication, comment la culture est imbriquée dans les questions linguistiques. Est-ce qu'on peut séparer la culture de la langue? A priori, non. Et comment tout ça fonctionne. Donc, si vous voulez, même si on regarde, en fait, linguistiquement parlant, de manière purement linguistique, en fait, on parle à l'aide de notions, en fait, et ces notions sont des propriétés, comme dirait Jean-Blaise Grise ou Antoine Culioli, sont des propriétés d'objets nécessairement inscrites à l'intérieur de cultures. Si un francophone vous parle d'une rose, eh bien, il aura toute une série de connotations. En fait, je veux dire, la notion de rose va appeler chez lui toute une série de connotations, toute une série d'inscriptions dans des registres culturels. Par exemple, ce sera la rose des socialistes, ce sera la rose qui ce matin était éclose, n'a point perdu sa près. Ce sera donc mignonne, allons voir si la rose. Hein. Donc évidemment, on a toute une série de choses qui sont inscrites à l'intérieur d'une notion. Bon, là, l'exemple de rose, il y a une partie qui fait partie évidemment de ce qu'on appelle la culture cultivée. C'est-à-dire par exemple la connaissance de la poésie de Ronsard, mignonne, allons voir si la rose. Là, on est déjà dans un certain registre de culture. Mais la culture, c'est quelque chose d'absolument quotidien, pas seulement un phénomène d'érudition ou de partage de valeurs d'un niveau assez élevé, enfin qu'on aurait tendance à classer comme élevé, mais tout fait partie de la culture. La manière dont on se tient, la manière dont on parle, la manière dont on mange, la manière dont on s'adresse aux autres. Et évidemment, tout ça est inscrit dans dans des rapports avec du linguistique. Quand on s'adresse à quelqu'un, on ne le fera pas de la même façon selon sa culture d'origine et selon la langue dans laquelle on parle. Si vous parlez en français, par exemple, le phénomène du vouvoiement et du tutoiement, c'est éminemment culturel. Le fait de vouvoyer quelqu'un qui sera plus âgé que vous ou que vous respectez d'une façon particulière, le fait de tutoyer immédiatement les gens de votre âge ou qui vous paraissent proches, je veux dire, ou les enfants. Vous voyez que c'est complètement inscrit dans la langue. Chaque culture va avoir sa manière de s'adresser aux autres. Je veux dire, si vous prenez la culture thaïlandaise, par exemple, évidemment, le salut va être très différent suivant la personne à qui on s'adresse. Si on s'adresse à quelqu'un qu'on respecte particulièrement, on va se baisser beaucoup plus, s'incliner beaucoup plus et lever les mains plus haut. Si l'on s'adresse à quelqu'un de la famille royale ou qu'on va voir le roi, là on sera carrément à genoux devant lui. Donc c'est complètement différent selon évidemment les cultures. Pareil, quand vous saluez quelqu'un dans le Maghreb, en fait, souvent vous mettez la main sur votre cœur pour montrer votre déférence, votre sincérité, etc. Donc il y a toute une série d'usages, alors qu'on peut observer. Certains sont évidents, d'autres sont beaucoup moins évidents. Je veux dire, dans les rapports, par exemple, justement, relatifs à l'aînesse, au respect, etc., c'est très très marqué dans les différentes formes de culture. Par exemple, bon, quand j'ai appris le bambara, quand on se salue en bambara, au début, donc on dit une formule qui correspond soit au moment de la journée, soit à l'activité dans laquelle vous trouvez la personne à qui vous parlez. Par exemple, vous pouvez dire inibara, toi et le travail, comment ça va au travail en gros, parce que vous voyez quelqu'un qui est en train de travailler, on dit iniwula le soir, toi et le soir, enfin toi et la soirée. Donc après, vous allez faire une série de salutations en disant comment vas-tu, comment va la famille, etc. Et là, on répondra systématiquement oui, en fait. Systématiquement, on répondra systématiquement ça va bien, je veux dire. Et c'est qu'après qu'on aura fini toutes ces salutations-là,
qu'on va pouvoir dire, bah non, en fait, ça va pas si bien que ça, il y a un tel qui est malade, il y a un problème dans tel ou tel... il y a mon petit fils qui est malade, il y a ma grand-mère qui a la grippe, je sais pas. Donc vous allez avoir, en fait, les salutations sont simplement une forme complètement ritualisée, en fait, et même si elles ont l'air d'avoir une signification, elles ne sont pas porteuses de signification. Donc chaque culture va avoir ses usages, ses pratiques, sa manière de s'adresser aux autres, sa manière de manger, sa manière de regarder l'autre aussi. Je veux dire, donc il y a beaucoup de cultures où on ne regarde pas les aînés dans les yeux, où on baisse le regard, etc. Donc il y a toute une série de choses qui se passent et qui vont générer potentiellement des malentendus interculturels. Ça va très très loin. Enfin, je veux dire, vous voyez qu'on parle aussi, enfin tout à l'heure on va écouter donc Jean-Marc Defeil qui va nous parler des différences entre culture et civilisation, avec cette idée qu'on considère en fait la civilisation comme un peu la face émergée de la culture, les caractères évidemment apparents en fait, donc les monuments, les choses qui sautent immédiatement aux yeux. Et vous verrez qu'il y a aussi pas mal de cultures où le registre civilisationnel peut être assez différent. Par exemple, bon, ça fait peu de temps qu'on commence à reconnaître les cultures qui ont un patrimoine culturel immatériel. Je veux dire, je pense par exemple au Vanuatu où j'étais, il y a toute une série de choses qui font partie du patrimoine culturel immatériel. Alors, vous allez dans un lieu où tous les Vanuatais savent qu'il s'est passé quelque chose, un événement historique ou un événement mythique. Vous ne voyez rien, vous voyez juste un rocher avec éventuellement une petite trace en fait d'une silhouette de buffle ou quelque chose comme ça, mais vous ne remarquez rien de particulièrement évident. Avant, on faisait également là-bas des cathédrales végétales, c'est-à-dire qu'on taillait dans la forêt en fait, des grands espaces où on pratiquait certains rituels. Évidemment, ça disparaît avec la repousse de la végétation. Donc, ça reste pratiquement de l'immatériel. En fait, ce n'est pas des choses fixées pour une durée assez longue comme nos cathédrales ou ce genre de choses, mais ça a autant d'importance culturelle et c'est simplement différent. Je veux dire, de même, la façon de faire le jardin au Vanuatu est complètement différente. J'ai une amie qui a fait une thèse là-dessus, en fait, qui montre comment on va mélanger. En fait, alors nous, on aime bien en France les trucs bien rangés, des rangées de radis, des rangées de carottes, de poireaux et que sais-je encore. Là-bas, on fera ça d'une manière beaucoup plus artistique et mélangée pour que les plantes profitent par exemple de l'ombrage d'une plante plus grande. Bon, il y a tout un art en fait d'organiser le jardin complètement différent de celui qu'on aurait en France. Et nous, on va trouver ça bordélique probablement, mais en fait, c'est pas du tout la pagaille. C'est très bien pensé pour que les plantes poussent le mieux possible. Donc, on a plein de choses comme ça qui font partie de la culture qui s'inscrivent aussi dans la langue, donc comme on vient de le voir par exemple pour les salutations. Et donc on va réfléchir un peu à tout ça pendant cette vidéo et en reparler ce vendredi. On va donc regarder une autre vidéo de Moi prof de FLE avec Jean-Marc Defeil qui va nous expliquer en fait un certain nombre de différences sur les cultures, sur les concepts de culture, pardon, de civilisation, de représentation, etc. Vous verrez après, on reviendra aussi sur l'approche actuelle de la Commission, enfin du Conseil de l'Europe, hein, avec le cadre européen commun de référence, et vous verrez qu'on parle évidemment d'une approche plurilingue et interculturelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire interculturel? Ça, on va le voir aussi très bientôt dans la prochaine vidéo. Donc en route pour les premiers concepts. Vous avez dit au début que l'on associait étroitement les cultures aux langues dans leur enseignement. C'est bien ça, non? La culture a été traitée de diverses manières dans l'enseignement des langues étrangères et a suscité beaucoup de discussions, autant que la grammaire et la littérature par exemple. Des méthodes ont mis la culture au centre de leur démarche, alors que d'autres n'en ont pas tenu compte. Mais avant d'en parler, il faut peut-être préciser ce qu'il faut entendre par culture, qui est un mot polysémique et très connoté. Il existe bien sûr toute une littérature scientifique sur le concept, sur le contenu, sur la pratique de la culture, notamment sur ses rapports avec la civilisation, l'idéologie, les représentations auxquelles
on la compare selon les époques, et rares sont les anthropologues, les sociologues, les historiens qui parviennent à se mettre d'accord entre eux à son propos. Au risque de paraître simpliste, on peut commencer par définir sans trop de risque la culture comme un ensemble, diffus ou cohérent selon les cas, de connaissances, de valeurs, de jugements, de représentations, de sentiments, de mythes, mais aussi d'attitudes, de comportements, de faits et gestes, d'objets symboliques que partagent, plus ou moins consciemment, plus ou moins unanimement selon les cas, les membres d'une même communauté et qui les distinguent d'une autre communauté. Sans que la limite soit nette, la civilisation, pour sa part, représenterait l'aspect concret, les formes explicites, les productions tangibles de cette culture, comme par exemple les institutions sociales, les beaux-arts, la technologie, le système politique. Jusqu'à un certain point, on pourrait considérer la civilisation comme la partie émergente de la culture, celle que l'on aperçoit d'abord lorsqu'on visite un pays étranger, lorsqu'on rencontre ses ressortissants. Pourquoi s'intéresse-t-on tellement à la culture et pas seulement à la langue ou à la civilisation en enseignement des langues? En effet, la culture connaît à l'heure actuelle un grand succès en didactique des langues, alors que dans les méthodes structurales, elle était jugée accessoire par rapport à la langue qu'il fallait enseigner avant tout. Dans d'autres perspectives ou dans d'autres pays, au contraire, la civilisation dominait la langue qui servait alors plutôt de prétexte. Après l'avoir ignorée ou isolée, la culture fait maintenant partie intégrante du cours de langue étrangère. D'abord parce que l'on se rend effectivement compte sur le plan pédagogique que la culture est à la fois le principe, la finalité et même le moteur de l'apprentissage de cette langue qui vise directement ou indirectement la rencontre de l'autre et conséquemment le questionnement de soi. Sans culture, quand bien même on parlerait correctement la langue, celle-ci resterait lettre morte, que ce soit dans les relations privées ou professionnelles. Deuxièmement, la linguistique des dernières décennies ne cesse de montrer combien la communication dépasse largement le cadre des mots et la structure des phrases, que la culture sous forme de connotations, de sous-entendus, d'implications précède, imprègne, manœuvre le langage, de sorte qu'il est difficile ou même inutile de dissocier ce qui relèverait de l'un ou de l'autre stricto sensu. Troisièmement, l'actualité indique que les relations internationales ont autant besoin, sinon davantage, de compétences culturelles que linguistiques pour rapprocher les personnes et les peuples les uns des autres. L'enseignement des langues profite autant aux guerres qu'aux ententes, alors que la formation culturelle qui devrait l'accompagner pourrait empêcher les premières et favoriser les secondes. Cette dimension du cours de langue étrangère ne doit pas être étrangère à ceux qui l'assurent, aussi modeste soit leur rôle. Pour simplifier, on considère généralement que l'apprentissage d'une langue, culture étrangère relève de 3 types de compétences. Premièrement, le savoir, surtout privilégié par les méthodes traditionnelles. Deuxièmement, le savoir-faire, ou plus précisément le savoir communiquer, que cherchent surtout à développer les méthodes contemporaines soucieuses d'efficacité. Et troisièmement, le savoir-vivre ensemble, que les approches humanistes veulent replacer au centre de leurs préoccupations. Pour parler très franchement, à quoi est-ce que cela sert de faire de la culture dans une classe de français langue étrangère? Il faut commencer par s'interroger sur les rôles de la culture pour la mettre en action dans l'apprentissage et dans la pratique de la langue étrangère. La fonction essentielle de la culture est d'établir les rapports entre moi et l'autre, comme entre nous et les autres. Elle est ce qui réunit et ce qui distingue. Sur le plan social, elle permet de constituer les groupes humains, quelle que soit leur nature, leur structure, leur taille. Un pays, une communauté, une entreprise, une classe sociale, une école, une association, un club. Et de reconnaître ces groupes parmi d'autres groupes, d'assurer leur pérennité grâce au compromis incessant entre tradition, adaptation et innovation. Sur le plan individuel, la culture propose à chaque individu, de manière plus ou moins libre ou contraignante, des modèles auxquels il se conformera ou s'opposera.
mais auxquelles il se référera en tout cas pour affirmer sa personnalité, et qui lui permettront de s'associer à d'autres qui partagent les mêmes options, la même culture spécifique. Vous voyez donc, la culture correspond évidemment à toute une série de contenus et à un certain nombre de modèles avec lesquels on va se construire ou contre lesquels on va se construire. C'est d'ailleurs ça qui peut faire qu'on soit complètement fasciné par une culture différente. Je veux dire qu'on découvre des choses qui nous paraissent correspondent beaucoup mieux à notre personnalité, où on peut fantasmer complètement sur une culture et être très séduit par, par une culture et par un mode de vie et aussi par une langue. Je me souviens très bien du moment où j'ai découvert le Mali, en fait, et un certain nombre de petites villes, de petits villages en terre. J'étais complètement fasciné, en fait, par l'esthétique, par la beauté du pays et par des choses probablement un peu fantasmées, en fait, sur la manière dont je voyais une espèce d'harmonie entre les habitants, très très différente de ce qui pouvait se passer en Europe. Et donc l'apprentissage de la langue m'a permis en fait d'entrer beaucoup plus en contact en fait avec les gens et d'être d'ailleurs beaucoup mieux accepté en fait parce que c'est vrai qu'au départ en fait là en Bambara il y a un proverbe qui dit Tunan nientanchi, ce qui veut dire l'étranger n'a pas Dieu en fait, l'étranger ne voit rien. Et c'est vrai que quand on est étranger dans un endroit on passe à côté de plein de choses et ce n'est qu'en découvrant, en se décentrant, comme on va le voir tout à l'heure dans l'approche culturelle, c'est-à-dire en relativisant sa propre culture et en essayant de comprendre la culture de l'autre, qu'on va arriver à voir un peu ce qui se passe dans le pays et les différents réseaux de relations, les différents réseaux culturels, etc. Donc c'est tout à fait fascinant. Moi j'ai fait ça finalement plein de fois. En fait je crois que c'est finalement ce que je préfère faire, découvrir des cultures différentes et discuter avec des gens qui ont une manière de penser complètement différente de la mienne. Donc ça permet vraiment de relativiser beaucoup de choses. Je crois que là où j'ai été le plus loin en fait dans ce domaine-là, c'est probablement en allant au Vanuatu. Heureusement, j'ai rencontré un certain nombre d'amis Vanuatu, dont un anthropologue qui m'a ouvert les portes en fait, d'une île sur laquelle il a travaillé pendant des années. Et c'est vrai que là, la culture est complètement déconcertante, très très loin de la nôtre, parce qu'elle n'a pas été du tout pénétrée, en fait, par exemple, par les religions monothéistes, en fait, ou du moins c'est récent. Je veux dire, ça date du début du XXe siècle. Donc en fait, où elle n'a pas été non plus contaminée, si j'ose dire, par la pensée logique, cartésienne, etc. Donc, alors que quand on va, avec l'Afrique, par exemple, on a des contacts très très anciens. Je veux dire, on a des points de repère. Je veux dire, l'Afrique a été en contact avec des commerçants arabes qui partagent la même culture que nous en partie, je veux dire qui partagent la même religion monothéiste, même si ça nous paraît au départ un peu loin, c'est en fait très très proche par rapport à ce qu'on peut avoir dans des endroits du Pacifique, où là on est très très loin évidemment des religions du livre, on est très très loin de la logique cartésienne, on est très loin de l'invention de l'algèbre, donc c'est complètement différent. Hein. Donc voilà, il y a une manière de relativiser sa propre culture, d'écouter ce qui se passe chez l'autre, d'essayer de le comprendre. On peut se tromper, on peut faire des erreurs. Bon, en général, évidemment, les gens que vous rencontrez, que ce soit au Mali, au Vanuatu ou en Thaïlande, ils savent bien que vous êtes étranger, ils voient votre physique, etc. Et ils se disent, bon, ils accepteront un certain nombre de gaffes, c'est pas si dramatique que ça. Mais je vous raconterai peut-être de vive voix certains exemples très très drôles, en fait, de choses qui me sont arrivées. Je dirais, et donc c'est tout à fait passionnant à observer. Donc maintenant, on se place en fait dans une démarche interculturelle qui est justement cette démarche où on essaye en fait de relativiser sa propre culture, de la comprendre plus profondément, en fait, de comprendre pourquoi, parce qu'en fait, on se rend compte, une fois qu'on analyse la façon dont on pense, on se rend compte qu'il y a plein de choses auxquelles on n'a jamais réfléchi. Pourquoi on a telle ou telle idée politique,
pourquoi on préfère telle ou telle couleur, pourquoi on aime particulièrement tel ou tel plat ou telle architecture, plein de choses comme ça qui permettent pourquoi on se sent mal à l'aise dans un endroit particulièrement chaud et humide, je sais pas. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'on va repérer en fait des réseaux de métaphores entre autres. Par exemple, tout à l'heure on parlait de la culture et du fait de mettre au sommet telle ou telle manifestation culturelle. Eh bien, rien que ça, en fait, le fait qu'on considère que le plus est en haut et que le moins est en bas, c'est déjà une inscription, enfin, c'est déjà une donnée culturelle. Si vous lisez les métaphores dans la vie quotidienne de Georges Lakoff, vous comprendrez très bien que tout notre langage et nos façons de penser sont structurées par des analogies, des métaphores et toute une série de choses dont on n'a pas forcément conscience. Donc on va regarder tout de suite, en fait, essayer de cerner un peu mieux ce que c'est que l'approche interculturelle. Et on y reviendra en fait à travers un article de Geneviève Zarat, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et c'est très intéressant. Vous verrez, en fait, même quand on regarde par exemple ne serait-ce qu'une image publicitaire, en fait, une image publicitaire, elle est codée pour s'adresser à des gens d'une certaine culture. On regardera un exemple éventuellement si on a le temps. Voilà, à tout de suite. Je propose de cibler avec vous quelques spécificités de la démarche interculturelle. Mais d'abord, il faut bien avoir à l'esprit qu'on ne peut pas isoler cette dimension des autres activités langagères et communicatives. La diversité culturelle est en nous, elle est présente dans toute forme de communication et dans la langue elle-même. J'ai choisi d'illustrer la démarche à partir de 6 mots-clés qui sont décentration, rituel, image, sécurité, interlinguistique et négociation. La décentration est la première étape d'une démarche interculturelle. C'est cette capacité à regarder en soi, à oser regarder sa propre histoire, ses propres expériences de l'altérité. On peut se demander par exemple quelles ont été nos expériences en langue étrangère pendant notre enfance, ou ce que représente pour nous telle ou telle langue et ceux qui la parlent. Le plaisir qu'on éprouve à apprendre la langue ou à l'entendre parler, ou au contraire le malaise que l'on ressent dans la communication en langue étrangère. On va donc prendre de la distance par rapport à soi-même et prendre conscience de ses propres représentations, de ses modèles de référence, de son système de valeurs, et ainsi le relativiser. La décentration consiste aussi à repérer les dissonances, ce qui crée du malaise lorsqu'on est avec les autres. Certaines paroles, certaines attitudes vont toucher une zone sensible, jusqu'à provoquer du stress ou de l'angoisse. Ces zones sensibles sont déterminées par notre histoire personnelle, familiale, professionnelle. Il faut d'abord réfléchir à sa propre histoire, aux rituels qui rassurent et qui font qu'on se sent en sécurité dans un groupe, ou au contraire, ce qui nous fait éprouver un sentiment d'exclusion. Ensuite seulement, on pourra regarder et comprendre les rituels de l'autre et ses représentations du monde. Si on ne passe pas par cette étape, on risque alors de rester au stade du catalogue culturel et folklorique, sans s'intéresser aux implicites qui font l'identité de chacun. Prenons le cas de la salutation. Ce rituel a un rôle rassurant. Il m'indique que mon interlocuteur vient en ami et me veut du bien. Il est donc indispensable que le cerveau se sente en sécurité pour communiquer sereinement. Or, il y a des tas de façons différentes de saluer dans le monde. Le fait de s'embrasser, de se toucher, de se regarder ou pas varie en fonction de la culture, des pays parfois, mais aussi en fonction de la génération, de la classe sociale. Ce rituel est donc à la fois universel et nécessaire à nos interactions, et en même temps très diversifié et donc source de nombreux malentendus. Certains comportements peuvent être mal interprétés s'ils ne sont pas décodés, tout comme on doit être conscient des attitudes qui nous rassurent ou qui au contraire nous dérangent, nos fameuses zones sensibles. Depuis notre enfance, on nous prescrit certains comportements que nous gardons en mémoire et qui vont nous servir de guide dans nos interactions sociales. Elles concernent par exemple l'éducation des enfants, le rapport à l'autorité, au corps, ce qui se fait ou pas. C'est ce qui relève des valeurs de la société en général. Si on reprend la métaphore bien connue de l'iceberg culturel, ces images guides se situent dans la partie immergée, celle qu'on ne voit pas même si elle est la plus importante. Ces images sont implicites et c'est à elles qu'on va s'intéresser dans une démarche interculturelle.
La langue occupe une place intéressante car elle se situe sur la ligne de flottaison. Elle est à la fois une trace ostensible de l'identité, mais elle véhicule aussi de nombreux implicites. Elle catégorise le monde et donc véhicule une manière de le représenter. La langue ne va nommer que ce qui existe pour ses locuteurs. Le lexique, la syntaxe, mais aussi l'organisation des tours de parole ou la politesse ont une dimension culturelle. Par ailleurs, on associe à la langue et à ses locuteurs de nombreux stéréotypes. Pour le français, ce seront par exemple les idéaux de correction ou de pureté de la langue qui vont dominer dans les imaginaires. La langue française est ainsi souvent perçue comme une langue difficile à apprendre et que seuls les Parisiens parleraient bien. Enseigner la langue revient donc à travailler aussi sur ces images, ces représentations qui vont conditionner l'apprentissage. Plus profondément, on trouvera les contentieux historiques qui restent dans l'imaginaire des peuples et traversent les générations, comme les croisades ou les colonies. Les archaïsmes, qui sont les modèles de conduite anciens, relatifs à la liberté individuelle ou au statut de la femme, par exemple. Et enfin, le refoulé, qui peut remonter à des millénaires et que l'histoire a choisi d'oublier. Ce qui est devenu tabou, mais qui peut ressortir au contact de l'autre. Plus on creuse profondément, plus la confrontation à l'altérité peut être douloureuse, voire même violente. Les exercices de décentration peuvent sans trop de risques se concentrer sur les images guides, sur les implicites culturels qui guident nos comportements. Prenons par exemple les représentations culturelles du temps. Le temps n'est pas une constante universelle. C'est un produit humain, un langage qui n'est pas le même pour tous. L'organisation du temps qu'on connaît dans nos sociétés occidentales, où le temps est fragmenté, où on doit apprendre à coups de séances de 50 minutes, n'a rien de naturel. On obéit à l'horaire, à l'organisation, alors que pour d'autres, le temps est beaucoup plus relatif. Arriver à l'heure n'est pas une priorité, alors qu'on va prendre le temps de saluer ses collègues, de soigner ses relations avec les autres avant de se mettre au travail. On voit bien avec cet exemple à quel point il est intéressant de connaître ces images guides, les siennes et celles des autres, pour pouvoir éclairer certaines situations et certains malentendus. Il peut être difficile, voire risqué, de faire de l'interculturel. La démarche n'a en effet rien de naturel, et elle est même plutôt inconfortable. Elle oblige à sortir d'un mode de représentation du monde binaire pour accepter la diversité et la complexité, à commencer par la sienne. Faire de l'interculturel est encore plus risqué lorsque les émotions sont trop présentes, quand il est douloureux pour les personnes de travailler leurs ressentis. Une personne réfugiée qui a connu la guerre éprouve un tel sentiment d'insécurité qu'il peut être difficile de la faire parler et réfléchir à son histoire. Lorsqu'une personne a subi de graves traumatismes, son cerveau même est affecté et va l'empêcher d'être disponible pour l'apprentissage. Elle va être fatiguée, elle aura des difficultés à se concentrer. Dans ce cas, il est primordial de commencer par créer un climat de confiance dans la classe. Vous allez alors commencer par des mises en scène, des jeux de rôle stéréotypés qui sollicitent peu le vécu de la personne. La culture est dans la langue. Le fait qu'on exprime le sujet ou pas, sa place dans la phrase, le fait d'envisager la conjugaison en fonction du degré d'accomplissement ou de certitude, l'absence de genre grammatical ou d'article, tous ces indices linguistiques nous apprennent comment les personnes voient et expriment le temps, la possession ou l'existence. On découvrira par exemple qu'en Afghanistan, il y a 5 systèmes pour mesurer le temps, ou que le terme citoyenneté est propre aux Français et qu'il peut donc être difficile pour un primo-arrivant qui doit suivre les cours de citoyenneté obligatoire à son arrivée en Belgique francophone de comprendre ce qu'on attend de lui. On peut donc profiter des langues de la classe pour comparer les différences mais aussi les similitudes. Enfin, après la décentration et la compréhension, vient l'étape de négociation. C'est là qu'on va créer un espace où chacun se sent en sécurité. Pour fonctionner ensemble, les membres du groupe vont devoir mettre en place de nouveaux rituels, des sortes de chorégraphies pour fonctionner ensemble. Ces chorégraphies vont être à la fois langagières et culturelles, y compris dans le non-verbal. Le fait de regarder ou non son interlocuteur, le volume de sa voix, le niveau de langue qu'on adopte, la distance ou la proximité physique. Une fois les implicites décodés, les siens et ceux de l'autre, on est alors en mesure de négocier un espace commun avec ses propres rituels, ses codes, où on pourra interagir et apprendre avec l'autre. Chacun doit s'y sentir respecté dans ses valeurs et son identité. Pour que ça fonctionne, cette phase doit être guidée par une attitude d'ouverture et de curiosité.
Ici, donc, Déborah Meunier nous propose une espèce de démarche en fait pour travailler sur l'interculturel. Vous verrez, bon, vous avez déjà certainement appris d'autres langues, été en contact avec d'autres cultures, même ne serait-ce que simplement en fait les différentes cultures à l'intérieur de l'univers français en fait, hein, à l'intérieur de la France, vous avez des cultures assez différentes qui sont très bien analysées par les sociologues. Si vous lisez Pierre Bourdieu par exemple, la distinction, bon, vous verrez que certaines communautés en fait ont des codes très très spécifiques qui se reproduisent, qui tentent à reproduire les distinctions et les différences de classe, comme par exemple dans l'accent, que Pierre Bourdieu écrit dans Ce que parler veut dire, en fait, les différents accents du français ou les différentes manières de parler le français sont autant de manifestations de micro-cultures différentes. Vous voyez bien qu'en fait aussi dans les choix qu'on opère, en fait dans ce qu'on aime du point de vue vestimentaire, du point de vue de la technologie, du point de vue des livres, du point de vue des choix des films qu'on va voir ou des séries qu'on va voir, en fait tout de suite on se place en fait dans certaines classes, dans un certain type de classe sociale, et ça donne tout de suite une indication en fait sur votre niveau d'études, sur l'endroit où vous habitez, sur votre salaire, etc., que vous le vouliez ou non. Hein. Donc c'est intéressant de voir comment on peut passer évidemment d'un code à l'autre ou d'une culture à l'autre. Donc là, la première étape, en fait, c'est la décentration, en fait, la capacité à s'observer soi-même et à voir que les choix qu'on a ne sont pas neutres. Je veux dire, après avoir lu Bourdieu et ayant des parents enseignants aussi, je me suis rendu compte qu'on était dans le capital culturel plutôt plus et dans le capital économique par contre plutôt moins, puisque évidemment les profs sont pas très très bien payés. Donc du coup on allait choisir des sports peu coûteux et qui avaient l'air en fait d'exalter certaines vertus, comme je sais pas, la marche à pied, la randonnée. On n'allait pas se mettre à faire du tennis ou du golf, à plus forte raison. Donc le golf, sport coûteux, réservé aux élites, qui permet d'entretenir en fait aussi un carnet d'adresses. En fait, ça je l'ai vu après en travaillant avec des gens qui jouaient au golf, bon, leur session de golf, bon, je veux dire, je ne parle pas de Donald Trump, hein, évidemment, et de son fameux golf à Mar-a-Lago, mais en fait, leur session de golf leur servait plus finalement à entretenir leur carnet d'adresses et à rencontrer des gens de la même classe sociale qu'eux ou des gens de la classe sociale dans laquelle ils voulaient se projeter, qu'à faire du sport. Donc capacité à se décentrer, à s'observer soi-même, à réfléchir à ce qu'on est, où on se place, etc. Bon, je veux dire, tout ça est un jeu, hein, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de jugement de valeur à porter sur telle ou telle classe sociale ou telle catégorie. C'est juste une manière dont la société est structurée, et c'est intéressant d'en prendre conscience et de s'en rendre compte. C'est encore plus fort, évidemment, quand vous vous déplacez vers un autre univers culturel beaucoup plus lointain. Donc, je vous parlais de la Thaïlande, je vous parlais du Vanuatu. Donc là, vous allez avoir, évidemment, des choses qui vont être complètement différentes du point de vue de la reconnaissance sociale, du point de vue de l'organisation de la société en général. Et pour comprendre la culture de l'autre, évidemment, il va falloir vous décentrer d'autant plus. Donc on va regarder tout à l'heure quelques anecdotes purement linguistiques. Hein. Donc il y a aussi des rituels, en fait, évidemment, une manière de faire, en fait, pour arriver à dialoguer avec les autres et arriver à construire un espace de confiance réciproque. On va dire, tiens, chez moi, on fait comme ça, chez toi, on fait comme ça, etc. On arrive, en fait, à une négociation, en fait, où on va se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Donc, on a des images aussi, clairement, des différents contenus, des différentes idées, des différentes situations sociales. On a des images, des représentations de ce que c'est. Par exemple, on a une représentation de comment on doit s'adresser à un prof, de comment on doit s'adresser à un supérieur hiérarchique, de comment on doit écrire une lettre. Donc ça, c'est entre la linguistique, évidemment, et la sociologie. Hein. La notion de sécurité dont parle Déborah Meunier aussi, hein, donc la capacité à construire un espace interculturel
où chacun se sente en sécurité et puisse exprimer sa propre culture sans se sentir jugé ni dévalorisé. Hein, donc c'est très important. Je veux dire, en fait, on le voit dans toutes les cultures. Il y a pas, c'est pas le monopole, évidemment, des gens qui ont réfléchi sur l'interculturel. Quand vous allez au Mali, en fait, on dit vous êtes quelque chose qui est confié, vous êtes un étranger, vous êtes d'une certaine façon sacré, en fait, dans la famille où vous allez être accueilli. On doit vous accueillir, on doit vous nourrir, on doit s'entretenir avec vous. Vous êtes quelque chose de sacré. Je veux dire, donc ça crée tout de suite un espace évidemment de sécurité dans lequel vous vous sentez bien en général, même si la nourriture est complètement différente de ce que vous mangez en France, même si les usages sont complètement différents. Je veux dire, donc il y a toute une série de codes évidemment à respecter dans ce type de société. Par exemple, en fait, vous avez deux types de cadeaux en fait quand on va dans une famille qu'on connaît, où on va rester parce que bon, la route est longue et il n'y a pas d'hôtel, donc on va rester dans la famille c'est l'usage, on va rester dans la famille qui nous accueille. Vous amenez un cadeau qui s'appelle le sama. Le sama, ça veut dire qu'on l'a porté jusque-là. Et en échange, la famille vous offre un autre cadeau qui s'appelle Nyasigi, qui veut dire celui qui est assis ici, enfin qui est devant vous, qui s'assoit devant vous, donc on pose devant vous. Donc cet échange de cadeaux rituel, en fait, est très important. On le retrouve dans plein de sociétés, hein. Je veux dire, j'ai vu ça aussi au Vanuatu, en fait. Donc il y a des gens qui venaient en visite du pays kanak, donc des Kanaks, des gens qui sont apparentés en fait aux ethnies vanuataises. Hein. Donc ils venaient, ils avaient amené un cadeau rituel qui était des nattes en paille, hein, donc des tapis en paille qu'ils ont déposés respectueusement devant les collègues du Vanuatu. Donc espace de sécurité et question interlinguistique en fait. Donc là aussi, mais évidemment, dans le dialogue interculturel, on se rend compte qu'en fait, le côté linguistique est complètement ancré dans des cultures, qu'on ne découpe pas la réalité de la même façon, ou qu'on n'a pas les mêmes sentiments dans les différentes langues. Un exemple tout simple, on a un exemple sur lequel on a beaucoup travaillé, l'exemple des couleurs par exemple. Donc vous voyez que le spectre des couleurs, c'est quelque chose qui a l'air relativement universel. Eh bien, pas tant que ça, parce que d'une part, on ne le découpe pas de la même façon. Même les Bretons, par exemple, quand ils disent Armor, Azo, Glace, la mer est bleue ou verte. Hein. Donc en français, on pourrait dire bleu-vert, mais on n'aurait pas cette couleur-là, en fait, qui recouvre le bleu et le vert. Et le symbolisme des couleurs aussi va être complètement différent. Évidemment, la couleur du deuil, pour nous, qui est le noir, dans d'autres pays, ce sera le blanc, la couleur qu'on porte quand on est en deuil. Donc il n'y a pas d'absolu, évidemment, de la symbolique, mais chaque symbolique est un peu un arbitraire du signe, comme dirait Saussure. Donc on a cette notion interlinguistique. Vous avez plein de choses, il se passe plein de choses, évidemment, dans la langue. Lorsque j'étais en Thaïlande, donc j'ai commencé un peu à apprendre le thaï, et puis où je travaillais avec des gens qui faisaient de l'éducation, donc évidemment. Donc par exemple, il y a les collègues du lycée français qui cherchaient un nom pour le lycée français, qui cherchaient à baptiser le lycée français d'un nom qui fasse honneur au Thaï et en même temps au lycée. Donc ils avaient trouvé qu'il y avait une princesse avec qui j'ai travaillé d'ailleurs, pour qui on a organisé un grand colloque de linguistique, qui a été une brillante professeure de français. Elle s'appelait la princesse Galliani. La princesse Galliani, donc de son nom complet, Galliani Kromluang Naratiwat Ratchanakarin, donc la princesse Galliani, la sœur aînée du précédent roi, a été prof de français à l'université en Thaïlande. Et elle a même écrit un bouquin qui s'appelle Du bon et du mauvais usage, et elle se faisait surnommer la tatillonne, pour vous dire le personnage que c'était. Donc une très très bonne francophone, un peu austère, comme ça, un peu sévère. Et donc les collègues du lycée français se disent on va appeler le lycée français lycée Princesse Galliani. Moi, je commençais à connaître un peu mes collègues thaïs, je me disais non, ça va pas passer, parce qu'on ne peut pas donner, pour des Thaïs, on ne peut pas donner le nom d'une personne à autre chose qu'à cette personne. Le nom fait partie de vous, fait partie de votre personnalité.
C'est pour ça que, par exemple, avec le roi Bhumibol, comme Bhumibol, le roi précédent, Rama IX, quand les Thaïlandais ont voulu baptiser l'aéroport, le nouvel aéroport, et faire honneur au roi Bhumibol, ils ne pouvaient pas l'appeler aéroport Bhumibol, impossible. Donc ils l'ont appelé Suvarnabhumi. Pum, la dernière syllabe du nom de l'aéroport, rappelle la première syllabe du nom du roi. Et donc là, ça passe. On peut utiliser une partie du nom pour rappeler le nom de la personne, mais on ne peut pas utiliser le vrai nom de la personne. Donc c'est très très thaï, hein, et tous les Thaïs savent évidemment, dès qu'ils entendent Poum dans Suvarnabhumi, ils savent que c'est un hommage au roi Bhumibol. De même, quand ils entendent qu'on a baptisé une orchidée, l'orchidée Galgalia, une certaine nouvelle variété d'orchidées, ils savent très bien que ça fait référence à la princesse Gallieni. Mais baptiser le lycée français, lycée Princesse Gallieni, impossible. Mes collègues français ne s'en étaient pas rendus compte, ils ne connaissaient pas très bien peut-être les rituels thaïs, donc ils proposent ça dans une réunion avec des collègues thaïs, enfin la directrice thaïlandaise du lycée, quelqu'un du ministère de l'Éducation, etc. Je vois tous mes collègues thaïlandais regarder par terre, en haut, à droite, etc. Tout à fait gênés en fait de devoir répondre à cette question. Donc, du coup, après, j'ai expliqué aux collègues de l'ambassade française que c'était pas possible, donc il fallait trouver un dérivé, en fait, et ne pas l'appeler directement lycée Princesse Gallieni. Donc voilà, donc du coup, on a réglé le problème, on l'a appelé différemment, finalement, voilà, et ça s'est très bien passé. J'ai un autre exemple, évidemment, enfin, j'ai plusieurs autres exemples de ce genre de gaffe que peuvent faire des gens quand ils arrivent. En Thaïlande, donc là, le roi est un personnage absolument sacré. Il existe encore un crime de lèse-majesté. Donc si vous faites des moustaches sur une photo du roi, ça peut vous coûter 75 ans de prison. Ou si vous posez les pieds, enfin, je veux dire, il y a plein de choses comme ça assez subtiles en fait. Un jour, une des femmes d'un opposant politique, en fait, s'était étendue dans l'avion. Elle avait pris l'avion et elle s'était étendue sur les 3 sièges centraux et elle avait pris un journal thaï pour mettre sous ses pieds pour ne pas salir le dernier siège. Mais en fait, sur le journal en question, il y avait une photo du roi. Donc mettre ses pieds sur une photo du roi, ça aussi, c'est absolument impossible. C'est un manque de respect total. Ça peut vous valoir aussi, j'imagine, quelque chose comme 75 ans de prison. Donc là, pareil, un collègue français arrivant en Thaïlande dit à un collègue thaï, on était au SCAC, et puis il dit « Oh, mais vous avez encore des rois ici, nous en France on les a guillotinés depuis bien longtemps. » Gaffe énorme, je veux dire, à ne jamais faire évidemment. Donc le collègue thaï, pareil, regarde en bas, regarde en haut, regarde à droite et ne savait pas très bien comment gérer la situation. Donc on a plein de cas comme ça, en fait, où on peut faire des gaffes plus ou moins importantes culturellement parlant. Autre chose, donc on a vu dans les saluts tout à l'heure, en fait, donc le salut à la Thaï, qu'on commence à connaître, puisque avec le Covid, en fait, même notre ministre de la Santé s'était mis à saluer comme ça. Donc le salut Thaï aussi est très codifié. Hein, quand vous saluez quelqu'un qui est au-dessus hiérarchiquement de vous, qui a une meilleure place dans la société, vous vous baissez beaucoup plus et vous levez les mains au-dessus de votre tête. Donc au départ, un de nos collègues aussi, pareil, avait appris le thaï un peu et avait appris les usages thaïlandais et il se met à saluer son jardinier ou quelqu'un qui était visiblement pas de la même classe sociale que lui il se met à le saluer d'une manière excessivement respectueuse. Donc là, pareil, la personne en question était extrêmement gênée et donc il faut bien viser dans les deux sens en fait. Il faut bien savoir effectivement ce qu'on fait. Bon, c'est pas très grave, on vous pardonne parce que vous êtes un étranger. Mais il ne faut pas se tromper. Enfin, je veux dire, mais dans le dialogue interculturel, ça va être important de prendre conscience de toutes ces choses-là petit à petit. J'ai évidemment des milliers d'exemples, que ce soit au Vanuatu, que ce soit un peu partout ailleurs.
Bon, je pourrais vous en raconter pendant des heures, en fait, sur la préparation du kava au Vanuatu, sur la manière dont les Occidentaux s'y retrouvent ou pas, sur plein de choses, en fait, qui se passent au Mali ou à droite, à gauche. Donc, vous voyez que dans le malentendu interculturel, il y a beaucoup de choses possibles, hein, beaucoup de choses possibles. Dans l'interlinguistique aussi, puisqu'on va avoir donc des réalités qui s'exprimeront différemment selon les langues, et les langues vont recouvrir des concepts de façon différente, en fait. Et ça, on l'explique très très bien à travers une linguistique de l'interaction et une linguistique plutôt de l'école énonciativiste. Donc j'en parle dans d'autres cours, éventuellement, bon, si ça vous intéresse, on pourra en parler. Voilà, donc une phase de négociation ensuite, effectivement, pour apprendre, pour savoir comment faire, comment se comporter dans telle ou telle situation, essayer d'approcher au plus près, en fait, les concepts, comme par exemple, bon, là j'ai un autre exemple en Thaï. En Thaï, on peut être Noi Chai. Noi Chai, c'est un sentiment qu'on n'a pas en français, c'est-à-dire qu'on est un peu nostalgique, on est un peu peiné, on n'est pas très à l'aise, en général parce que quelqu'un a fait quelque chose qui vous a pas plu. Quelqu'un que vous aimez bien vous a fait quelque chose qui vous a déplu ou qui a montré qu'il ne vous comprenait pas. Et donc dans ce cas-là, vous êtes noijai. C'est pas vraiment, c'est ni jaloux, ni nostalgique, ni tout à fait peiné, c'est un sentiment particulier. Donc vous allez avoir plein de choses comme ça qui vont arriver dans les langues en fait. Et ce sera très intéressant évidemment de voir en fait les spécificités de chaque langue et de chaque manière de se positionner. Je vous raconterai une histoire sur la manière de rôter aussi, par exemple, dans certains pays. Donc tout ça est très... En même temps, ça a des côtés souvent très, très amusants. Enfin, les malentendus culturels, interculturels, sont souvent des choses très, très amusantes. Voilà, on va écouter un petit peu Catherine Carbrat, qui, elle, a beaucoup, beaucoup travaillé justement sur l'interculturel et sur les interactions. Donc, on va l'écouter et éventuellement, je reprendrai un peu la parole après. On va écouter un instant Catherine Carbrat-Orecchioni, en fait, donc une excellente linguiste, hein, qui fait des travaux vraiment passionnants, en fait, et qui est tout à fait dans l'école linguistique dont je vous parlais, donc qui est l'école qui travaille sur la théorie de l'énonciation. Je vous en parle un peu plus, donc éventuellement, si vous voulez regarder les vidéos donc, qui parlent de théorie linguistique, de diversité des théories linguistiques dans le YouTube, vous pourrez les regarder. Je vous ai mis aussi donc dans la playlist de problématiques, je vous ai mis cette vidéo de Catherine Carbrat, donc bon là elle dure 1 heure, donc on va pas évidemment la regarder ici en entier, mais vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez la regarder en entier. Elle est aussi très très vivante, donc c'est pas désagréable à regarder, je pense. Alors, j'ai essayé de classer tous ces faits de variation, puisque je vous dis que la variation pouvait affecter tous les ingrédients dont sont faites la communication. Alors, j'avais classé ça. Alors, j'avais d'abord envisagé le matériau sémiotique, parce que les interactions, elles sont faites avec un matériau qui, à l'oral, est à la fois verbal, paraverbal, c'est-à-dire prosodique, et non-verbal, c'est-à-dire mimogestuel, un canal visuel. C'est fait de tout ça l'interaction. Et à tous les niveaux, vous pouvez avoir des variations. Alors, dans le volume 3 des interactions verbales, en fait, c'est une espèce de synthèse de la littérature sur la question. Ce n'était pas mes observations personnelles, évidemment, sur tout ça, hein, mais j'avais lu beaucoup de choses, et puis donc, j'avais fait une synthèse de tout ce qui ressortait de ces travaux. Alors, le paraverbal, bon, j'ai commencé, bon, le débit, c'est un peu anecdotique, hein, mais c'est simplement, si vous voulez, pour soulever, faire émerger tous les problèmes que pose ce type de réflexion. Bon, je dis, si je vous donne la phrase, les Français parlent vite, et que je vous demande, est-ce que c'est un énoncé vrai ou un énoncé faux? Bon, il est évident que vous ne pouvez pas répondre à cette question. C'est une assertion qui n'est pas validable en tant que telle. Pourtant, on n'arrête pas d'en produire. Hein. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas validable? Pour des raisons. D'abord, les Français, quels Français? Alors, c'est le problème de l'homogénéité ou de l'hétérogénéité de la communauté en question. Hein. Donc, quel Français et surtout dans quelle situation? Alors, c'est là-dessus maintenant que
j'ai envie d'insister tout le temps, c'est la situation qui est peut-être le facteur de variation le plus important. J'y reviendrai. Bon, donc, voilà, les Français en général. Alors, c'est tout le problème de la généralisation, dont je vais parler après, c'est le problème majeur dans cette histoire. Et puis, deuxièmement, les Français parlent vite par rapport à qui? Et quand on dit parle vite, ça veut dire plus vite que d'autres types de locuteurs à préciser et qui généralement sont implicites dans le contexte. Mais alors, bon, on va dire, les Français parlent vite, ils parlent plus vite que les Suisses, mettons. Mais peut-être moins vite que les Italiens, c'est encore à vérifier, encore que le débit, c'est pas une composante aussi facile à analyser qu'on croit. Hein. Bon, enfin bref. Et puis il y a des variations internes, peut-être aussi selon le sexe des locuteurs ou le genre, enfin bon, etc. Mais en tout cas, ce qu'il faut garder en mémoire dans cette histoire, c'est ce fameux tout est relatif qu'on peut toujours mettre en exergue d'une réflexion sur l'interculturel. Ça veut dire que quand je dis les Français parlent vite, ça veut toujours dire plus vite que X, une autre société auquel la perspective est toujours comparative. Bon, et c'est ça qu'il faut garder en mémoire. Bon. Alors voilà, je vais passer très vite, j'ai envisagé l'intensité. Alors, on pourrait faire le même, exactement poser les mêmes problèmes pour les Français chuchotent. Parce que les Français chuchotent, je vous l'ai mis, parce que ça m'avait frappé quand j'étais en Corée, où effectivement le niveau sonore est plus élevé qu'en France. Il y a d'autres pays où c'est plus élevé. Bon. Et donc, j'avais regardé, on m'avait montré le journal de bord que des enseignantes de français en Corée avaient tenu lors de leur séjour en France. Et presque toujours, c'est la première chose qui revenait, les Français chuchotent. Les Français chuchotent, ça veut simplement dire qu'ils parlent avec une intensité vocale plus faible, en général, dans les situations comparables, hein, qu'en Corée, et c'est la première chose qui les avait frappés. Bon, voilà. Les intonations, c'est fondamental, mais je suis bien pour Gompers, les intonations sont responsables d'un grand nombre des malentendus interculturels. Je n'ai pas le temps de détailler. Alors, je ne vais pas détailler non plus le non-verbal, toutes ces affaires de distance et de proximique, c'est bien connu. Les regards, on l'a vu dans mon exemple liminaire. Attendez, la durée des contacts oculaires, les mimiques, les gestes, tout ça, on pourrait illustrer, détailler abondamment, je ne vais pas le faire. Les gestes de contact, alors là, il y aurait évidemment beaucoup à dire là-dessus. Le oui-non, le rire et le sourire, etc., etc. Alors, simplement, je vous ai mis un exemple parce que je suis tombée dessus la semaine dernière dans une de mes lectures de romans sur le sourire, qui n'a pas la même signification dans les pays asiatiques. Vous savez qu'en France, c'est souvent un marqueur de gêne ou un marqueur. Voilà. Je le cite ça quand même, mais c'est dans Comment j'ai mangé mon estomac. Oui, c'est un texte autobiographique de quelqu'un qui a eu une opération voilà, à l'hôpital. Et son docteur est cambodgien. Le docteur So est cambodgien. So est également très performant sur un court de tennis. Très sérieux quand il mène au point, il est connu pour se mettre à sourire dès qu'il pense qu'il va perdre la partie. Aussi n'appréciais-je que modérément de le voir sortir les résultats de la biopsie en souriant comme un bienheureux. Voilà. Bon. Alors j'avais travaillé aussi sur les systèmes d'alternance des tours de parole, les pauses, les chevauchements de parole, etc. Mais là encore, je l'ai mentionné avec... Voilà, donc on regardera ça, vous pouvez regarder ça en détail si ça vous intéresse. C'est des thèmes évidemment passionnants. Je vais vous parler un tout petit peu du sourire. Vous savez qu'on appelle la Thaïlande le pays du sourire, donc ça me fait sourire évidemment, puisqu'elle nous parlait à l'instant d'un autre asiatique, un docteur cambodgien, où il y a un peu les mêmes pratiques en fait sur le sourire. C'est-à-dire que nous on sourit théoriquement quand on est content, quand on a envie de montrer un visage épanoui à l'autre, quand l'autre a fait quelque chose qui vous fait plaisir, etc. On sourit. Donc voilà. En Asie, c'est effectivement beaucoup plus complexe que ça. Et en Thaïlande, donc même si on appelle la Thaïlande le pays du sourire, en fait, si vous demandez à un Thaïlandais que vous connaissez un petit peu, quelles sont les différentes manières de sourire en Thaïlande, il va vous expliquer qu'on peut très bien sourire avec la bouche,
mais ne pas sourire avec les yeux. Et que donc là, ce serait un sourire un peu hypocrite, un sourire de convenance, en fait, qu'on fait pour montrer à l'autre qu'on apprécie ce qui est dit, mais en fait, on n'est pas du tout convaincu que ce soit vrai, ou que ce soit juste, ou que ce soit agréable. Donc par contre, quand on sourit comme nous, qui sommes un peu des gros balourds, qui sourions tout le temps à la fois avec la bouche, avec les yeux, avec tout le reste, qui sont pas capables de séparer en fait ces différents organes dans notre expression souriante, je veux dire là, bon évidemment c'est que là aussi un Thaïlandais qui sourit à la fois avec la bouche et avec les yeux est content tout comme nous. Donc c'est très très intéressant de voir les subtilités qu'il peut y avoir dans tout ça. Je sais qu'une fois j'ai raté comme ça le passage d'une frontière au sud de l'Algérie en fait parce que le douanier avait 3 scarifications ici. C'était un douanier qui devait être je pense il était d'une ethnie probablement africaine du sud de l'Algérie, Songhai, ou je sais pas quelle ethnie exactement. Mais en tout cas, il avait 3 scarifications ici. Et donc, ça lui donnait un air de sourire perpétuellement. Et donc, j'y suis allé, quand j'ai vu souriant, j'y suis allé de beaucoup trop bonne humeur, en fait. Et il a pensé que je me moquais de lui. Et donc, il a refusé, il a regardé mon passeport et il m'a refusé la sortie du territoire. J'ai dû repasser plusieurs semaines après, je vous raconterai l'histoire éventuellement, enfin plusieurs jours après plutôt. Voilà, je suis resté donc beaucoup plus longtemps que prévu finalement à Tamanrasset, au sud de l'Algérie, ce qui m'a permis de découvrir plein d'autres choses. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donnerai dans la bibliographie donc l'article de Geneviève Zarat, aussi, qui est une référence aussi importante. Donc c'est des travaux qu'elle a fait sur l'interculturel. Là, c'est la partie qu'elle a faite en fait avec les collègues qui ont rédigé le cadre européen commun de référence. Donc évidemment, là, vous voyez que cette question d'interculturalité, il va falloir que vous y travailliez, que vous y réfléchissiez, parce qu'elle est centrale maintenant en didactique des langues. Et quand on parle en fait de didactique des langues avec le cadre européen commun de référence, on parle d'une didactique du plurilinguisme et d'une didactique de l'interculturalité. Donc voilà, ça rajoute quelque chose de tout à fait passionnant en fait à la partie enseignement des langues par rapport aux méthodes traditionnelles ou structuro-globales où on avait en partie évacué une partie de la civilisation et de la culture pour se concentrer en fait sur des aspects plus formels de la langue. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à tout de suite, à vendredi donc pour la suite du cours en présentiel. Enfin en présentiel à distance. Merci.